Fais-moi dans la bouche ouverte. Eh, prends sa vidéo. Eh man, donc comme ça on doit la bouche ouverte. Je vais poster ça. Mais arrêtez les gars, vous êtes sérieux? Donne-moi le téléphone. Arrête. Arrête, c'est faux. Cette fois-ci, je t'enterre. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement. Étudiantes, étudiants, parents d'élèves, nouveaux bacheliers, vous recherchez une école adéquate de formation professionnelle et pratique pour vos études supérieures? Une seule référence, ESAE. ESAE vous offre des demi-bourses et réductions dans toutes ces filières. Waouh! Payez 300 000 au lieu de 550 000 en licence 1, 2 et 3 en journalisme, réalisation, sciences de gestion, administration des affaires, sciences économiques et sciences juridiques. En master 1 et 2, 670 000 en journalisme et 550 000 en sciences de gestion et administration des affaires au lieu de 1 070 000. Écoutez, pour les 100 premières inscriptions en administration générale et administration des finances, payez 450 000 au lieu de 550 000 pour la licence 1, 2 et 3. En master 1 et 2, payez 870 000 au lieu de 1 070 000. Alors, rendez-vous vite à ESAE pour la rentrée académique 2021-2022. Les deuxième et troisième années démarrent le 20 septembre 2021 et la première année le 11 octobre 2021. Informations et renseignements, ESAE Cotonou, 3e rue à droite en quittant le carrefour Jadot pour la BIBE Jéricho. Téléphone 96 80 55 11 ou 98 98 14 00 ou encore 90 93 65 21. ESAE, l'excellence à un an. Dimanche politique sur ESAE TV, chers amis internautes, bonjour et bon réveil dominical, bienvenue sur l'invité. Ce dimanche, je reçois pour vous le bâtonnier Jacques Migan. Il est ancien bâtonnier, acteur politique à l'échelle internationale. Il est le directeur du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones CIFAF. Il est également le membre du conseil d'administration de la CIB, entendez, Conférence internationale des barreaux francophones de traduction juridique commune, qui vient de tenir son 35e congrès. Il a également été, pour un petit rappel, le conseiller technique juridique de l'ancien président général Mathieu Kérékou. Avec lui, ce dimanche, chers amis internautes, nous parlerons de l'actualité politique au Bénin, notamment la condamnation, pour ne pas dire les condamnations du professeur Joël Aïvo, d'une part par la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, et également celle de Rekia Amadougou par la même juridiction qui a été effectuée au petit matin du samedi dernier. Nous essaierons, si le temps nous le permet, d'émettre quelques commentaires sur l'activisme politique de Richard Boni Ouourou. Bonjour à vous, Jacques Migan. Bonjour, Monsieur Kader. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ça fait un moment qu'on vous a vu par ici. Mais vous savez, à un moment donné, j'ai pris un peu de recul. Vous me direz que la santé n'a pas de prix. J'avais eu quelques ennuis de santé, donc je m'étais retiré pour me faire soigner. On me fait soigner, vous l'avez dû constater lors de notre dernière émission que j'avais beaucoup perdu de poids et c'était dû à un mal qui me rongeait. Mais je rends grâce à Dieu, tout va bien. Tout va je bien. Me porte à merveille. À merveille, comme on le dit. Alors, Jacques Migan, vous avez suivi de très près, d'abord en tant que praticien du droit, également avocat, ces procès qui sont tenus à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, notamment celui de Joël Aïvo le lundi dernier, celui de Rekia Amadougou le vendredi dernier. Selon vous, est-ce que vous partagez l'opinion qui est faite que ces procès sont des procès politiques en général? Monsieur Kader, je tiens à vous dire et à dire à tous ceux qui nous regardent, je dis bien
tous ceux qui nous regardent, parce que c'est très très important, les procès qui viennent de finir, de s'achever, que ce soit concernant dans l'affaire de Dame Madougou, de M. Aïvor, n'ont rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Il ne s'agit pas de procès politique. Ce n'est pas un procès dirigé contre M. Aïvor, professeur d'université, encore moins M. Aïvor, homme politique. Mais les causes de leur arrestation diverses ont quand même des fondements politiques. Je vous dis, rien à voir avec la politique. Je prends un exemple. Quand vous prenez M. Azanaï, il a eu à faire des critiques. D'autres ont fait des critiques. Avant les élections, où certains disaient, à partir du 5 avril, le mandat du président Patrice Talon finit. Azanaï a eu à lui dire, est-ce qu'on n'a jamais inquiété M. Azanaï pour se dire? Mais il en est de même en ce qui concerne M. Aïvor. Il a eu à tenir des propos très durs. Alors que vous, comme moi, nous savons que conformément à la loi, je dirais conformément à la loi fondamentale, en son article 34, tout citoyen, civil ou militaire, doit respecter les lois, l'ordre constitutionnel, la Constitution. Ils le savaient, mais ils n'ont jamais été inquiétés pour ce faire. Monsieur Aïvor, c'est un sachant, c'est un professeur agrégé que j'admire, que j'apprécie, mais qui avait eu, pendant la campagne, à tenir des propos. Mais il n'a jamais été inquiété pour ses propos. Ce ne sont pas ces propos qui l'ont amené, qui l'ont conduit, je dirais, devant la criette. Non. Il faudrait que nous fassions la part des choses. Il faudrait que les Béninois, que l'opinion internationale le sache. Non, non, non. Ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils sont acteurs politiques. Il n'a pas été inquiété parce qu'il est un acteur politique, encore moins parce qu'il est professeur d'université. Quand vous prenez le cas de M. Aïvor, il a été dit, en termes de chef d'accusation, que c'est pour blanchiment d'argent et atteinte à la sûreté. Alors, en ce qui concerne Mme Madougou, il y avait 4 chefs d'accusation. Association de malfaiteurs, financement de terrorisme, acte de terrorisme et abus de fonction. Est-ce que vous pouvez me dire que ces 4 chefs d'accusation en ce qui concerne Madougou et les 2 autres en ce qui concerne M. Aïvor ont des rapports avec ce que nous appelons l'animation de la vie politique? Est-ce que ça a un rapport avec l'enseignement que M. Aïvor enseigne à l'université? Est-ce que ça a un rapport avec le rôle que jouait Mme Madougou lorsqu'elle était conseillère d'un chef d'État? Rien à voir. Donc, délibérément, ils ont posé des actes de droit commun. Ils ont posé des actes de droit commun. Dans l'opinion, on estime que c'est leur posture politique qui fait qu'ils ont subi ce qu'ils ont subi. On estime que, comme l'a dit également Joël Aïvor, que sa candidature dérangeait, sa potentielle candidature dérangeait, ainsi que celle de Rikia Madougou. Vous aviez des hommes politiques, parce qu'ils ont détourné de l'argent, parce qu'ils ont volé, est-ce qu'on dirait, ah, c'est un homme politique? Je vous prends un exemple très simple. Monsieur Sarkozy a eu à poser des actes qui n'ont rien à voir avec la politique. Monsieur Chirac, paix à son âme, avait posé des actes qui n'avaient rien à voir avec la politique.
son ancien Premier ministre avait posé des actes qui n'avaient rien à voir avec la politique, mais qui rentrent dans ce qu'on appelle le droit commun, le droit délictuel, pour ces Français que j'ai cités. Mais pourtant, c'était des hommes politiques. On ne les a pas poursuivis parce qu'ils sont hommes politiques. Si la fonction, à un moment donné, les a amenés à poser un acte de droit commun, comme vous, comme moi, on dit, M. Kader a volé. Vous êtes journaliste. Est-ce parce que vous avez volé qu'on dirait, ah, il y a chasse à un journaliste, chasse à la sorcière? Il faudrait distinguer. C'est ce que je voudrais que les téléspectateurs comprennent. Que nous comprenions. Il faut que nous fassions une démarcation totale, radicale, avec les actes posés et le statut des individus. Alors, lorsqu'on prend ces procès individuellement, nous allons parler par exemple du procès le plus récent, celui de Ricky Amadougou, les débats qui ont été effectués dans l'ensemble en général. Quelle appréciation portez-vous sur ces débats-là, sur les révélations qui ont été effectuées à la barre? Vous savez, avant d'aller aux révélations, il faut déjà qualifier les deux procès qui ont en commun quelque chose qu'il faudrait louer. Quoi? Le procès équitable. Pour vous, ce sont des procès équitables? Le procès équitable. C'est-à-dire quoi? Pour l'un, il a été... Les avocats de la défense n'ont pas jugé ça équitable, ces procès-là. Vous comprendrez pourquoi je le dis. Et pourtant, ils ont eu affaire avec ce qu'a prévu le procès équitable. C'est quoi un procès équitable? Monsieur Aïva dit, ou du moins que ça fait 8 mois qu'il est en détention préventive. On aurait pu attendre 2 ans, on aurait pu attendre 4 ans, on aurait pu attendre 5 ans, comme cela se fait habituellement. Mais l'instruction, la commission d'instruction a mis 8 mois pour instruire le dossier. Je dis bien 8 mois. 8 mois pour instruire le dossier. Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est peu? Je crois que c'est un délai raisonnable. Et ça fait partie du premier élément du procès équitable, le délai raisonnable. Il n'a pas été dit que c'est un procès expéditif. Non. C'est un délai pour comprendre. L'instruction composée de 3 personnes a eu à travailler, écouter, chercher à comprendre pendant 8 mois. Donc, le délai raisonnable, nous pouvons le saluer dans le procès équitable, qui est l'un des critères du procès équitable. Le deuxième élément, qui est aussi important, c'est le contradictoire. Et ce contradictoire, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ça a été fait à l'instruction, ça a été fait à la barre, dans le prétoire. Vous avez suivi Maître Antoine Veil qui a quitté la salle. Non, j'en viens. Oui. C'est-à-dire les échanges, les communications de pièces, de preuves, les perquisitions, les mises à disposition, tout ce qui doit permettre aux parties au procès de savoir pourquoi ils sont poursuivis. Et sur quoi on se fonde pour dire qu'il y a eu tel et tel chef d'accusation. C'est très important. Ce contradictoire, c'est fondamental dans le cadre du procès équitable. Parce que si vous ne savez pas pourquoi on vous accuse, il y a problème. Si on ne vous donne pas les éléments qui doivent vous permettre de réagir, et à vous, de l'accusation, de réagir, de contre-attaquer, vous voulez dire? Contre-attaquer, il y a problème. Or, tout cela a été respecté. Ça, c'est le deuxième élément du procès équitable. C'est pour ça que je vous disais, il faut commencer d'abord par là. Apprécier cela. Oui. Et le troisième élément, qui est aussi important, très important, il vous souviendra, il y a encore quelque temps, la critique fondamentale envers la Criette, c'était qu'elle n'avait pas prévu le double degré de juridiction. C'est-à-dire
lorsque vous aviez perdu en première instance, pouvoir avoir la possibilité d'aller en cause d'appel. Aujourd'hui, M. Aïva a été condamné à 10 ans. Est-ce qu'il a la possibilité de contester cette décision et de dire « je veux relever appel pour qu'on me juge à nouveau, pour qu'on reprenne le dossier à zéro, pour qu'on revoie si se confirme que ce que les juges de première instance ont bien dit le droit ou ont mal dit le droit, ont bien apprécié les faits ou n'ont pas bien apprécié les faits, ont dit le droit ou n'ont pas dit le droit. Il a cette possibilité de faire appel dans le délai imparti. Ce qui veut dire, M. Kader, que le procès est véritablement équitable. Parce que pour vous, ça paraît équitable, mais déjà estime que les magistrats ne sont pas libres, que les magistrats sont aux ordres et que, étant donné par le régime en place, et donc il y a un fort doute sur la crédibilité de la dite juridiction. Et avec ce qu'a effectué Maître Antoine Veil vendredi dernier, vous avez suivi un peu les commentaires de part et d'autre, on estime que c'est un procès politique qui a été effectué à la criette pour juger Rekia Madougou et Joël Aïva. Je continue et je persiste à vous dire qu'il s'agit d'un procès qui n'a rien à voir avec la politique. Maintenant, vous parlez de magistrats. Vous le dites avec conviction, dépourvu de toute considération. Absolument. Partisane politique. Et je vais vous dire, nous sommes dans un état de droit. Nous sommes dans un état de droit, ce qui suppose que chaque institution est responsable autonome. Et je ne vois pas comment les juges peuvent recevoir des instructions de la part de telle autre institution, des responsables des autres institutions, fut-il de l'exécutif, législatif, ou tout ce que vous voulez. Non. Vous disiez tout à l'heure, M. Kader, que l'exécutif nomme. Mais qui va nommer? Qui va nommer? Quel que soit le pays que nous citons en France. Mais ils sont nommés, les juges, par l'exécutif, par décret. Mais ce n'est pas parce que vous êtes nommé par décret conformément à ce qui est prévu par la loi que vous dépendez de l'exécutif. Le président de la Cour suprême, par exemple, Oui. mais il est nommé par décret. Il est nommé par décret pris par le président de la République. Ce n'est pas parce qu'il est nommé président de la Cour suprême par décret qu'il est soumis au président de la République. La loi n'est pas... Il ne faut pas voir le juge, il faut voir la loi. La loi, elle est au-dessus de tout le monde, y compris du chef de l'État. S'il se confirme qu'il y a un problème, nous avons ce qu'on appelle le Conseil supérieur de la magistrature, qui pose problème, qui règle problème, qui dit ce qui doit se faire. Alors, il faudrait que vous sachiez que la criette, les membres qui composent, qu'on appelle les magistrats, ils sont indépendants. Alors, et c'est ça qui fait la force de la justice au Bénin aujourd'hui, où j'en suis fier de savoir que la justice dans mon pays est une justice indépendante. Et cela s'est vécu. Une justice qui n'est pas partiale. Une justice qui prend et qui fait avec les faits qui sont portés devant elle. Alors, vous parliez de révélation. Avant qu'on en vienne aux révélations, votre confrère français, vous avez dit, le confrère, vous avez vu, vous revenez. Vous, en tant qu'avocat, oui. une telle posture peut être interprétée comment? Vous savez, ça m'amuse toujours. Ça m'amuse toujours quand je vois un étranger, notamment un Français, venir dans nos procès en Afrique. Quand il y a eu... Est-ce que Jacques Migan, à sa place, en tant qu'avocat de Rekia Madougou, n'aurait pas eu la même posture? Avant que je ne réponde à cette préoccupation, oui, il faudrait que je vous dise ceci. Nous avions entendu parler des procès contre des hommes politiques, ou même des hommes qui ne sont pas politiques en France. Est-ce que vous aviez jamais vu
quelqu'un qui est poursuivi, je reviens toujours à M. Sarkozy, venir dire, je vais constituer Maître Dossou Robert, bâtonnier de son État, pour assurer ma défense. C'est-à-dire, ça me gêne. Ça me gêne. Et ça s'est prouvé hier, quand j'ai vu Maître Veil. Et vous avez vu son comportement devant la juridiction. Ce comportement, quand on ne le lit pas dans les lignes, on aurait cru, non, c'était prémédité. C'était prémédité. Pourquoi les autres ne sont pas partis? Les autres ne sont pas partis parce qu'ils savent la loi du Bénin. Ils connaissent les dessous de la loi du Bénin. Ils savent apprécier les normes juridiques, l'arsenal du Bénin. Quand le juge lui a demandé, poser une question, sur quel fondement vous vous basez pour dire qu'il faut faire tel ou tel, convoquer tel et tel, à ce confrère, pour ne pas le citer, Maître Veil, quelle a été sa réponse? Je ne la donne pas. Mais elle n'est pas la même que la réponse qui a été donnée par les autres confrères béninois qui étaient dans la salle. Ce qui justifie pose un problème. Ça pose problème. Je ne vais pas qualifier le problème. Alors, quand on ne sait pas... Ça pose quel problème? Justement, ça, quand on ne sait pas, on ne vient pas. Vous avez dit qu'il était étranger au dossier? Je ne dis pas qu'il n'est pas étranger au dossier, mais vous pouvez quand même comprendre ce que je suis en train de dire. Quand on ne comprend pas, quand on ne connaît pas les normes, les règles, les lois, on ne s'aventure pas. Les lois françaises ne sont pas les mêmes qui s'appliquent au Bénin. Il a évoqué un article. Ce n'est pas cet article qui a été évoqué par les deux autres confrères béninois sur la même affaire. Rapidement, ils ont rattrapé le tir. Ah, ça, c'est le premier point. Le deuxième point. Le deuxième point, oui, allez-y. Lorsque vous êtes conseil, c'est un choix. Vous avez délibérément décidé. On ne vient pas dans un dossier en dilettante. Dans le cas du tourisme. Mais ça plaît de dire, j'ai un conseil français. Si vous avez les moyens, vous pouvez même en prendre 20, 30, 40, 50. Là n'est pas le problème. Je persiste à le dire et je continue à le dire. Les avocats béninois sont compétents. Ils sont très compétents. On n'a pas besoin de sortir du Bénin pour aller chercher un avocat à l'étranger. Nous avons les compétences qu'il faut au Bénin. Je dis bien, les avocats béninois sont compétents. Quel que soit le domaine, qu'il soit du domaine pénal, civil, commercial, social, nous avons les compétences. Nous avons les compétences qu'il faut, mais malheureusement, on a l'impression que nous sommes sous l'ancienne époque, je dirais, où il faut aller chercher un avocat en France parce que ça fait bien. Est-ce que c'est pour une question d'influence? Je n'en sais rien. Mais ce que je sais, c'est que ça pose problème. Alors, à la barre, le vendredi dernier, au petit matin de samedi, il y a eu des révélations qui ont été effectuées, aussi par la candidate recalée du Parti politique La Démocrate, Ricky Amadougou. On a entendu 110 millions de francs CFA qui auraient été perçus, des députés qui ont effectué des déplacements sur Lomé et également à sa résidence privée à Cotonou, des députés qui lui ont rassuré de lui délivrer le parrainage, plus d'une vingtaine. Ces commentaires-là, ces révélations-là, le projet tentative d'assassinat contre la personne de Charles Toko et Rachid Galansi, sur la question, vous avez suivi également la réponse de Ricky Amadougou qui a évoqué des liens de fraternité très élevés entre Charles Toko et elle-même et avoir échangé à reprises avec le président Patrice Talon. Tout ceci ramassé, quelle est votre opinion sur ces différentes révélations pêle-mêle qui ont été effectuées? Vous savez, elle est dans son rôle. Elle est dans son rôle de défense de ses intérêts. Il faut qu'elle dise ce qu'elle a sur le cœur. Et c'est ça qui fait aussi ce que je dis, ce contradictoire dont je parle. Elle a porté la contradiction au ministère public qui l'accuse de financement. Donc il faudrait qu'elle dise sa vérité.
Et dans sa vérité, elle a dit un certain nombre de choses. Est-ce à dire que ce qu'elle a dit est fondé? Est-ce qu'elle dit que ce qu'elle a dit n'est pas fondé? Ce que je sais, j'ai entendu qu'elle a porté atteinte à l'honneur de certaines personnes en les citant. Si se confirme que ce qu'elle a dit, ces personnes ne se retrouvent pas à travers ce qu'elle a dit, mais il va de soi que ces personnes portent plainte pour dénonciation calomnieuse. Et ces personnes sont tenues de le faire pour laver leur honneur. Ça, c'est une chose impérative qui doit se faire. La dénonciation calomnieuse, c'est une affaire personnelle. Le ministère public ne peut pas, ici, en l'état, dire ces personnes ont été citées, donc il faudrait que je les poursuive pour dénonciation calomnieuse. Non, c'est l'individu qui se sent atteint dans son honneur qui peut porter atteinte. Et je dis bien, ces personnes sont obligées de le faire. Première chose. Deuxième chose, elle a posé le problème qu'on peut aussi analyser comme de la corruption. Comme de la corruption. Et pourquoi ne l'avait-elle pas dit lors de l'instruction? Je n'en sais rien. Mais je sais qu'à la barre, elle a eu à le dire qu'on est venu me prendre de l'argent pour accomplir une mission. C'est de la corruption. Et là, dans ces conditions, une information judiciaire doit être ouverte. Une information judiciaire doit être ouverte par qui de droit? J'entends le ministère public qui doit confier le dossier au juge d'instruction ou à la commission d'instruction pour qu'on essaie de vérifier. Parce qu'il faut vérifier. Il faut chercher à comprendre. Il faut chercher à comprendre. Dans l'arsenal juridique, il n'est pas dit que pour qu'on puisse avoir de parrain, il faudrait payer. Les chefs d'accusation ne se sont pas portés sur ça. C'est en cours de procès, presque à la fin, qu'elle a évoqué ces points. Donc, je dis qu'il revient à ceux dont on a cité les noms sont tenus. C'est une obligation. Ils n'ont pas le choix. Ils n'ont pas le choix. Ils sont tenus de porter plainte contre dénonciation calomnieuse. Parce qu'on a atteint à l'honneur, à leur honneur. Et ceux-là ne sont pas des personnes lambda. C'est des représentants de la nation. C'est nos représentants. C'est des modèles. C'est des gens dignes. Qu'ils parrainent, c'est leur droit le plus absolu. Mais qu'on ose dire qu'on a été les chercher, qu'ils sont venus chercher de l'argent, qu'ils ont pris de l'argent, ça pose problème. On parle de 110 millions de francs CFA. C'est pas, c'est-à-dire, elle a dit. Est-ce qu'à vous entendre, on peut insinuer que ce procès sera tributaire ou bien... Mais écoutez, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, puisque nous avions dans un premier temps 4 chefs d'accusation. Puis, ce sont au cours du procès, la condamnée, ou du moins, elle n'était pas encore condamnée, l'accusée annonce qu'il y a eu des actes qui ont été posés, qu'elle a posé elle-même. Elle dit qu'elle a posé cet acte. Elle a posé avec la complicité de tel et tel. Donc, je vous disais tout à l'heure qu'il y a même 3. Donc, il peut y avoir un rebondissement, à vous entendre. Je vous dis, impérativement, ceux-là sont tenus de déposer une plainte. Je voudrais même qu'ils fassent une citation avec constitution de partie civile pour que l'affaire ne soit point éteinte, qu'ils le fassent et qu'on en aille jusqu'au bout. Deuxièmement, il revient à qui de droit, au ministère public, d'ouvrir une information et de confier le dossier à qui de droit pour qu'on mène les investigations. Et troisièmement, et ça c'est sur le plan disciplinaire, s'il se confirme que ce qui est dit se révèle, s'il se confirme que ce qui est dit se révèle, même avant qu'il ne se révèle, les responsables
de partis politiques, de ceux-là dont on a évoqué les noms, doivent être interpellés par leurs responsables politiques. Les responsables politiques doivent les interpeller pour en savoir, pour comprendre qu'est-ce que ça veut dire. Vous vous reconnaissez à travers ce qui a été dit? Mais ça va dans ce qu'on appelle la dignité du parti, l'honneur du parti, la gloire du parti. Un parti politique digne de ce nom, lorsqu'on cite à la barre, lorsqu'on accuse ses membres de tels faits, de tels actes qui sont graves, mais la première des choses, c'est de convoquer, d'interpeller ceux-là pour en savoir. Puisque c'est pour la première fois que cela se dit. Je dis bien, c'est pour la première fois que cela se dit. Et il revient aux responsables. Je ne dis pas que ceux-là ont commis ces actes. Mais pour vous, il faut que les partis politiques interpellent ces impérativement pour en savoir. Pour comprendre. Est-ce que oui ou non? Parce que, alors, écoutez, c'est comme nous le disons. S'ils savaient que c'est vrai, puisque vous voulez aller dans ce sens-là. Oui, s'ils savaient que c'est vrai, mais on prend les dispositions qui s'imposent. On vous dit par exemple qu'un militant a commis une faute. Je prends le cas de mon parti politique, dont un militant se trouve aujourd'hui en prison, un autre en prison. Mais on ne va pas continuer à les garder. On ne va pas continuer à les garder. Ça, c'est-à-dire, lorsque vous êtes un militant, vous devez être un modèle. Ça fait partie. Qu'est-ce que vous allez dire devant le public dans le cadre de l'animation de la vie politique? Alors, vous qui allez sur le terrain pour défendre les idéaux de votre parti politique, alors qu'on sait très bien que vous avez des aptitudes, un comportement indigne, ce qui n'est pas le cas. Alors, ce qui n'est pas le cas actuellement, puisque nous sommes dans un cadre. Oui. À la criette, puisque vous êtes un homme de droit, vous allez expliquer cela aux amis internautes, que la défense a réclamé Modeste Kérékou, le ministre, et également Rachidi Gadamansi. On sait que les deux personnalités politiques emblématiques et même ces autorités-là ont eu à faire des sorties pour intervenir sur ces dossiers-là qui étaient pendant devant la justice à travers des conférences de presse où le ministre Modeste Kérékou a évoqué des captures d'écran et était même prêt à mettre à la disposition de la justice son smartphone pour que des études véritablement appropriées puissent être effectuées pour juger de l'authenticité et de la véracité de ce qu'il avait dit. Le député Rachidi Gadamansi également, qui également a donné des propos de ce qu'on aurait voulu quand même tenter à acheter la conscience des élus parlementaires. Alors, pourquoi ces deux acteurs politiques n'étaient pas à la barre hier, vous savez, il y a avant un dossier, avant qu'on arrive, avant qu'on arrive au procès, proprement dit, il y a tout un travail qui se fait en amont. Je dis bien, il y a tout un travail qui se fait en amont. Et ce travail qui se fait en amont est fait par la commission d'instruction. Vous et moi, nous n'avions pas eu accès à ce travail qui a été fait. Si ce travail a été fait, si ça travaille, les experts de cette commission n'ont pas jugé exploiter ces éléments ou ont exploité ces éléments, il ne nous revient pas sur le plateau sur lequel nous sommes aujourd'hui de l'apprécier. Nous sommes un peu pris par le temps. C'est vrai qu'il y a encore l'affaire Ivoire qu'on doit commenter un peu en partie. Nous ne sommes pas... Alors, le verdict lui-même qui a été rendu. Oui. Jacques Migan, vous êtes acteur politique, vous avez connu sûrement Ricky Amadougou, vous avez servi Mathieu Kérékou, donc vous avez connu un peu Ricky Amadougou, vous avez vu sous Boniaï, vous connaissez un peu les compétences de l'intéressé, vous l'avez vu évoluer. Est-ce que ce verdict-là ne vous paraît pas un peu sévère au regard de la carrière politique de l'incriminé? Vous savez, si le législateur l'a prévu, c'est en toute connaissance de cause. Si le législateur a prévu que celui qui a posé un acte terroriste, vous savez ce qu'on appelle un acte terroriste? Si le législateur a prévu que celui qui a fait un trafic de drogue doit écoper de 20 ans, celui qui a posé un tel acte de terrorisme, d'association avec tout cela, donc c'est parce que il a analysé, il a compris l'intérêt de porter la peine à 20 ans.
il ne vous revient pas, il ne me revient pas de dire que le législateur n'aurait pas dû. Nous sommes en matière pénale et c'est un droit qui est strict. Ce n'est pas parce qu'on a dit, s'il est confirmé que c'est 20 ans, le maximum, mais vous n'allez pas donner 30 ans. Pourquoi ils ne sont pas allés à 30 ans? C'est la question que vous aurez dû poser. Mais là encore, monsieur le journaliste, j'ai un principe. Je ne porte pas de jugement sur la condamnation. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Je ne porte pas de jugement sur la condamnation. D'une part, ni vous ni moi, nous n'étions point dans le dossier. Nous ne connaissons pas le dossier. Nous n'avions pas eu accès au dossier. Par contre, nous pouvons parler du contour du dossier, ce que nous sommes en train de faire. Et c'est en cela que je vous dis que le procès a été équitable. Nous pouvons dire tout simplement ce qui a été fait ouvre la porte aux condamnés d'exploiter le troisième critère du procès équitable qui consiste à relever appel puisqu'il y a un double degré de juridiction. Et vous me direz, ben, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que il y a 4 possibilités. Si, lesquelles, très rapidement? Lesquelles, par exemple? Si par extraordinaire, dans le délai imparti pour faire appel, Dame Madougou le fait, relève appel, c'est elle qui décide, en son âme et conscience. Ce ne sont pas ses conseils. Ses conseils vont lui donner des conseils, lui dire, voilà ce qu'il faut faire. Il faut relever appel. Mais si vous devez relever l'appel, la première des choses, c'est que les juges d'appel peuvent annuler, c'est-à-dire infirmer la première décision qui la condamne à 20 ans. Première chose. Et elle est acquittée dans ces conditions. C'est-à-dire, on la relâche. La deuxième, ou si vous préférez, le deuxième avantage, si elle fait appel, la peine peut être réduite. La peine peut être réduite, les juges peuvent dire, ah non, 20 ans c'est trop. Au lieu de 20 ans, nous ramenons ça à 10 ans. La troisième possibilité, c'est que les juges peuvent dire, non, 20 ans, c'est ce qu'il faut pour les actes posés. Voilà ce que je peux vous dire en ce qui concerne les possibilités. C'est-à-dire, s'il y a au-delà, ça peut être aggravé, mais il me semble que le maximum, dans le cas d'espèce, c'est 20 ans. Mais si on lui avait donné 10 ans... Ça fait 3 possibilités, il reste la 4e. C'est ce que je viens de vous dire, 4e possibilité. S'il y en avait plus que 20 ans, ça peut être aggravé. Mais je crois que le maximum, dans le cas d'espèce, ce doit être 20 ans. Mais on peut, en ce qui concerne les frais, on avait dit 50 millions, ça peut être aggravé. S'il y a au-delà, si c'est 100 millions, on peut l'aggraver. Donc c'est la 4e possibilité. Alors, lorsqu'on en vient au procès de professeur Joël Aïvo, les déclarations à la barre, la posture du professeur Joël Aïvo au niveau de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, les propos tenus de part et d'autre, quelle analyse globale vous en faites? Les propos par qui? Tenus par le professeur Joël Aïvo. Vous savez, quand j'entends M. Aïvo s'exprimer, il a beaucoup parlé, beaucoup dit. Le propos qui a retenu mon attention, c'est surtout quand il va dire qu'il offre son corps à la nation. Est-ce que c'est de ça il est question? Est-ce que c'est de ça que vous voulez dire? Si vous voulez parler de ça... Il a dit par exemple qu'il n'appartient pas à la justice d'arbitrer un débat politique par exemple. Monsieur, voilà, c'est pour ça que je vous posais la question de quel propos, parce qu'il en a tellement tenu. Il a parlé, il a beaucoup parlé. Il ne appartient pas à la justice d'intervenir dans une affaire politique. Où est l'affaire politique le concernant? On dit blanchiment. Mais il faut savoir ce qu'on n'entend pas blanchiment. Et on parle d'atteinte à la sûreté. On n'a pas parlé d'affaires politiques. On n'a pas dit que M. Aïvo a prononcé
au cours des meetings, a dit des choses qui entrent dans l'animation de la vie politique et il a fait l'objet de poursuites judiciaires. On dit blanchiment. Et lui-même l'a reconnu que pour le paiement de sa caution, l'argent est sorti de quelque part. Mais ce qu'il faudrait savoir, monsieur Kader, cet argent qui est sorti de quelque part, il vient d'où? Il a reconnu qu'on lui a remis de l'argent. Et qui est ce monsieur Ouédanou qui est aujourd'hui en fuite? Qui est ce monsieur Ouédanou, si mes souvenirs sont bons, où il a sorti cet argent d'où? Je ne vais pas qualifier la source de l'argent qui a été donné par monsieur Ouédanou à monsieur Aïva, mais toujours est-il dit que cet argent, s'il se confirme, je n'ai pas les preuves, que c'est de l'argent illégal qui a servi à payer une caution, c'est-à-dire à servir une cause légale, nous avons déjà le blanchiment. Est-ce qu'on n'avait pas besoin d'écouter le monsieur Ouédanou avant de condamner le professeur Joël Aïva? Mais tout dépend aussi des éléments d'appréciation. Les juges l'ont dit lorsqu'ils ont fait la perquisition. Lorsqu'ils l'ont écouté, lorsqu'ils ont écouté les parties, un procès ne se fait pas in illo, il ne se fait pas en sens unique. Il y a eu des interrogations, il y a eu des confrontations, il y a eu des pièces à conviction, il y a eu des éléments, il y a eu des avocats de part et d'autre. Je n'ai pas été là, mais je vous dis ce qui se passe habituellement. Je vous dis ce qui se passe habituellement. On ne condamne pas parce que vous avez porté des lunettes, vous ne me plaisez pas. On ne condamne pas parce que vous portez un certain nom. Non, le Bénin est un état de droit. Et la justice est indépendante. Et la justice béninoise n'est pas aux ordres. Alors, nous tendons progressivement un peu vers la fin de cette émission. C'est vrai que les dossiers se ressemblent plus ou moins. Je vous parlais de ce qu'il a eu à dire, M. Aïva. Oui. Qui donne. Mais son corps, comme j'ai entendu Mme Adougou parler aussi en d'autres termes de la démocratie, il donne son corps à vous ou à moi? La nation, c'est qui? C'est pas vous, c'est pas nous. Donner son corps, vous savez ce que ça veut dire? C'est pour le développement. C'est pour permettre aux gens d'avoir de l'eau. C'est pour permettre aux gens d'avoir la lumière. C'est pour permettre aux gens de bien vivre. C'est pour permettre aux gens d'avoir la cantine pour nos enfants. C'est pour permettre aux gens d'avoir le numérique. C'est ce que fait le président Patrice Talon. C'est ça, c'est donner sa vie. Contribuer au développement. Vous pouvez me dire, voilà quelqu'un qui, à peine il a fait 8 mois, il se plaignait déjà. Il se plaignait déjà au prétendu motif qu'il y a eu insalubrité. Qu'il a reçu son épouse sous la pluie. Non. Cessons de faire montre de prétention. Soyons humbles. Justement, est-ce qu'on n'a pas voulu les torturer avec les conditions carcérales au regard de leur rang? Vous savez ce qu'on appelle torture? À cause de leur quoi, vous avez dit? De leur rang. Quel rang? Il y a un rang lorsque vous commettez un crime. Il y a un rang lorsque vous commettez un acte délictuel. C'est quoi un citoyen? Le jour où vous aviez volé, on va regarder votre statut, votre rang. Le jour où vous avez tué, volontairement, on va regarder votre statut, votre rang. Le jour où vous aviez posé un acte de blanchiment, un acte d'atteinte à la sûreté, vous faites partie d'une association de malfaiteurs, vous financez un financement de terrorisme, on va regarder vos statuts. Il y a une différence entre les Béninois. Mais que dit l'article 5? Nous sommes tous libres et égaux en droit. 5, oui, de la Constitution. Il n'y a pas... Et l'article 26 dit, les Béninois sont libres et égaux. Nous sommes tous... il n'y a pas de discrimination entre nous. Alors, ni de religion, ni de religion. Alors, Jacques Migan, nous n'avons plus que quelques minutes. Nous sommes obligés de
survoler quelques aspects. Alors, à la suite, par exemple, du verdict du professeur Joël Aïvo, les gens voyaient déjà en filigrane le verdict de celui de Ricky Amadougou. Et donc, plusieurs commentateurs de l'actualité sociopolitique du Bénin, notamment ceux qui sont très actifs, notamment Bertin Korovi par exemple et Richard Boniwourou, Bertin Korovi qui estime que la seule alternative qui se présente à Joël Aïvo et peut-être Ricky Amadougou, c'est de faire allégeance peut-être à la République ou de souhaiter ou de solliciter de jouir d'une grâce présidentielle du président Patrice Talon. Il y a 4 possibilités dans ce cas de figure. Pour la grâce présidentielle. Je vous dis, il y a 4 possibilités dans la grâce présidentielle. La première possibilité, c'est votre comportement en prison. Si vous avez un comportement correct, un comportement digne, conformément à la loi, vous pouvez bénéficier d'une remise de peine. Rien à voir avec la grâce présidentielle. Rien à voir avec la grâce présidentielle. Première condition. La deuxième, qui aurait dû être même la première, c'est ce que j'ai énoncé tout à l'heure. Vous relevez appel. L'appel peut emmener les juges du second degré à infirmer la décision, à annuler la décision de condamnation et à vous acquitter. La troisième condition, c'est la grâce présidentielle. Et là, c'est du ressort du chef de l'État. Et la quatrième condition, c'est l'amnistie qui est du domaine du législateur. Mais il y a des nuances, et pas des nuances, il y a des différences entre ces 4 points que je viens d'évoquer. S'il se confirme dans le premier cas, il y a remise de peine pour bonne conduite en prison, mais ça ne veut pas dire que votre casier judiciaire est vierge. Il contiendra toujours la peine infligée. La deuxième chose, lorsque vous faites appel et que la décision annule la première, là, dans ces conditions, vous êtes quitte, vous n'avez rien. Vous sortez, vous partez, vous vaquez à vos occupations. Le casier judiciaire est toujours vierge. Le casier, dans ces conditions, est vierge. Quant à la grâce présidentielle, par extraordinaire, au cours d'un événement, le 31 août par exemple, ou je n'en sais rien, le président de la République, à son âme et conscience, décide de remettre la peine ou de réduire la peine, le casier judiciaire demeure toujours entaché. La peine y est inscrite. Enfin, l'amnistie, elle efface tout. Elle annule tout. Ça veut dire qu'il n'y a rien. Le casier judiciaire redevient vierge comme quand vous aviez, en cause d'appel, obtenu un jugement d'acquittement infirmant le premier jugement qui a été rendu. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, est-ce que l'espérance aujourd'hui serait que, peut-être au niveau du Parlement, qu'il y ait par exemple une initiative d'amnistie qui soit prise par les parlementaires? Je vais vous poser une question. Lorsque vous commencez par poser les problèmes en ces termes, vous vous fondez sur quoi? La loi a prévu des statuts d'hommes à qui on peut se permettre de faire ceci ou faire cela. Et lorsque le président Patrice Talon a promis, il y a une chose que vous devez même savoir. La question sociopolitique, et qu'on sait que leur interpellation, les chefs d'accusation, même si, à vous entendre, paraît avéré, mais ont des fondements politiques, est-ce que pour quand même la bonne cohésion nationale tant évoquée de part et d'autre, que ce soit dans l'opposition ou dans la mouvance, est-ce qu'on ne peut pas essayer de baisser un peu les tensions? Je vais vous dire quelque chose, M. Kader. Et là, je suis très intransigeant là-dessus. Oui. Lorsque quelqu'un qui connaît la loi, alors que lui n'est censé ignorer la loi, mais quelqu'un qui connaît la loi, qui sait, surtout quand il est un homme politique, qui doit être un modèle pour des actes que nous avions eus à travers les chefs d'accusation, non. Il faudrait au contraire être encore plus sévère vis-à-vis de ceux-là. Ils ne sont pas des délinquants primaires. Ils sont des sachants. Ils ont eu un discernement. Ils ont posé des actes en toute connaissance de cause. Quand on pose de tels actes, blanchiment, pour quelqu'un qui sait, on réfléchit à son entourage. On cherche à savoir qui m'entoure,
avec qui je compose, on ne fait pas les choses avec légèreté. Devant de telles situations concernant de telles personnes, la rigueur doit être forte. J'ai tellement envie encore de poser beaucoup de questions. Peut-être que les jours à venir, on va se retrouver encore pour d'autres rendez-vous. Il y a également une autre question que je dois vous poser, puisqu'on avait ça au menu également. C'était l'activiste politique de Richard Boni-Uoru qui a effectué des posts, des vidéos, des écrits pour condamner un peu la gouvernance du président Patrice Talon et inviter les citoyens quand même à ne pas se laisser faire dans ce qui est en train d'être fait, notamment ce qui s'est passé au niveau de la criette, et estimer qu'il s'agissait peut-être d'un procès politique en d'autres termes. Vous savez, je l'ai écouté, peut-être comme d'autres. Je prends l'exemple de la pétition qu'il aurait initiée. Voilà quelqu'un qui va contre la démocratie. Une pétition ne doit pas se faire par corruption. Il a reconnu lui-même qu'il a donné de l'argent pour obtenir les signatures. C'est dangereux, c'est grave. Voilà quelqu'un qu'il faudrait interpeller, savoir comment peut-il faire obtenir des signatures des uns des autres moyennant argent. Il a dit, il a reconnu. Or, ce qui veut dire que toutes ces signatures sont fausses, parce que le faux vicie tout. Première chose. La deuxième chose, voilà quelqu'un qui dit lui-même qu'il a été mis en prison. Pour quelle raison, je n'en sais rien. Je l'ai suivi. Il a dit être piégé. Peu importe. Il a évoqué le nom de celui qui l'a piégé, qui écoutez, aujourd'hui a misrété. Vous savez, celui qui a volé, il ne va jamais vous dire c'est de ma faute, c'est on m'a piégé. Mais il reconnaît qu'il a fait la prison. Voilà deux éléments forts. Un, il a posé un acte de corruption contre la démocratie. Il veut obtenir quelque chose. Et à partir de signatures corrompues, achetées. Quand j'en l'entends dire, c'est pas qu'on m'a dit, je l'ai écouté dire, quelqu'un comme cela, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise là-dessus? Vous voulez que j'apporte quel jugement? Nous sommes aujourd'hui dans ce qu'on appelle le respect de soi-même. Il y a la dignité, l'honnêteté, la crédibilité. Il faut qu'il soit crédible. Je ne vais pas porter du jugement. Je dis, à partir des actes qu'il a posés, le premier, on appelle la corruption de la démocratie. C'est quelqu'un qui veut corrompre la démocratie. Alors lorsque on est cela, il y a 4 jours, oui. 4 jours, il a émis un post qui, je le lis, oui, pour que vous puissiez mieux comprendre, puisque nous parlons des actualités qui ont fait la semaine. C'est vrai qu'il a été au cœur d'une réponse du berger à la bergère entre lui et Rachidi Gadamossi. Il écrit, j'allais dire, je cite, « J'ai appris avec beaucoup de peine, tout comme vous, toutes et tous, la condamnation à 10 ans d'emprisonnement de notre leader, le professeur Joël Aïvo. Cette condamnation est le résultat du procès de la honte fait à un jeune juriste éclairé dans nos rangs. Votre amour pour Joël Aïvo n'a plus de semblable aujourd'hui, tout comme votre haine pour Patrice Talon, Olivier Bokor et tous les autres n'a plus aujourd'hui de raison d'être dissimulé. Le message de peur et de terreur que vient nous envoyer le couple Talon-Bokor par de la justice béninoise est clair et je sais que vous y répondrez avec cette même ampleur de moment venu. » Je m'en arrête là. Lorsqu'on parle du couple Talon-Bokor par de la justice béninoise, pour vous, quelle interprétation on peut en faire? Écoutez, le président Patrice Talon, il est libre d'avoir un ami. Bokor est son ami. Il a dit devant le peuple, devant la nation, devant la communauté internationale. Il travaille avec Bokor. Bokor n'est pas à un poste de responsabilité quelque part que je sache. Bokor n'a pas commis un acte répréhensible que je sache. Je ne sais pas pourquoi on s'acharne sur Bokor. Si les gens envient la place qu'il occupe aux côtés du chef de l'État, mais écoutez, je n'y peux rien.
si moi, Jacques Migan, j'estime que tel peut m'accompagner dans ce que je suis en train de faire, encore que cette personne ne se situe pas à un poste de responsabilité politique, mais d'une part, et d'autre part, je crois que jusqu'à nouvel ordre, je n'ai pas encore entendu, ni de Pierre ni de Paul, dire que M. Boko a posé un acte illégal. Il travaille dans la grande discrétion, avec beaucoup d'efficacité. Talon est un homme très intelligent. Il sait s'entourer. Et quand il t'a choisi, ça veut dire que c'est en toute connaissance de cause. Il n'est pas le seul à travailler aux côtés du chef de l'État. Vous avez M. Dagnon qui est à ses côtés. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est une question de confiance. C'est une question de confiance. Non, il faudrait quand même que les gens comprennent un moment que quand vous êtes avec le président Patrice Talon, il faut la rigueur, il faut une bonne moralité. Si vous faites partie de son équipe rapprochée, il faut non seulement être costaud sur plusieurs points, au niveau de la moralité, au niveau de la rigueur et au niveau, je dirais, de la compétence. De la compétence. Ça veut dire qu'il est compétent. Et on ne jette pas de pierre à un arbre porteur de fruits. Et si les gens jettent de pierre à Boko, ça veut dire qu'il est bon. C'est-à-dire qu'il est porteur de fruits. Les porteurs de fruits. Nous sommes à la fin de cette émission. Vous allez regarder droit dans la caméra. Vous connaissez le rituel. Vous allez adresser à ces militants, militantes, sympathisants, à tous ceux qui ont suivi cette émission et leur dire que ce que vous avez dit ce matin relève effectivement de votre intime conviction, bien que je vous ai présenté en catégorie politique, mais de votre intime conviction et également au regard de votre expérience dans le maniement du droit. Monsieur Kader, nous venons de vivre des moments forts, des moments très forts qui changent complètement avec ce que nous avions connu jusqu'à présent en ce qui concerne les procès. Voilà des procès qui ont respecté les normes prévues par le procès équitable, que j'ai énuméré tout à l'heure, savoir le délai raisonnable, le contradictoire et le double degré de juridiction. Je vais même plus loin pour dire que le procès dont il s'agit, ou les procès en question, n'ont rien à voir avec la politique. Rien à voir avec la politique. Bien que les actes posés l'aient été par des hommes politiques. Actes de blanchiment, atteinte à la sûreté, association de malfaiteurs, financement de terrorisme, actes de terrorisme, abus de fonction, rien à voir avec la politique, bien que posés par des acteurs politiques. Je voudrais remercier et dire bravo à la justice béninoise qui est demeurée impartiale, qui est demeurée indépendante tout au long de ces procès. Et je souhaiterais que les Béninois comprennent désormais qu'il n'y a plus de place au lassisme, au fantaisisme. Vous pouvez dire tout ce que vous voulez. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Animer la vie politique conformément à la charte des partis, mais restez dans ce cadre. Restez dans ce cadre, soyez le modèle si vous êtes dans l'arène politique. Ne sortez pas et votre statut d'homme politique ne doit jamais être confondu avec le statut de criminel. Il faudrait que les gens le sachent. Vous le faites, vous serez traduit devant la criette. Et si la criette n'existait pas, c'est le moment de tout créer les conditions pour l'apprécier et la saluer. Merci à vous, Jacques Migan, chers amis internautes, comme le connaissez si bien le rituel. On retiendra de cet entretien que notre invité ce dimanche, Jacques Migan, a dit en l'entame de son intervention que ces procès, les procès qui ont mis au banc des accusés Joël Aïvor et Ricky Amadougou, ces procès ne sont pas politiques. Et pour illustrer son argumentaire, il a fait savoir que Candide Azanaï et d'autres acteurs politiques ont eu à critiquer sévèrement la gouvernance du président Patrice Talon. Ils ont eu à même dire le slogan 5 ans c'est 5 ans et à même dire que le mandat de Patrice Talon prenait fin le 5 avril, mais ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils n'ont pas tenu des actes
conséquemment à leur dire. Il a également, au cours de son argumentaire, évoqué l'article 34 de la Constitution qui nous édifie au sujet du respect de l'ordre constitutionnel. Ce ne sont pas les propos qui les ont conduits devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme, a martelé Jacques Migan, ancien bâtonnier. Ils n'ont pas été inquiétés parce qu'ils sont des acteurs politiques, a-t-il également dit. Il a rappelé les chefs d'accusation qui ont conduit Joël Aïvo et Rekia Madougou devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Pour Jacques Migan, ils ont eu droit à des procès équitables, ce n'est pas des procès expéditifs. Il a loué le travail de la commission d'instruction de la Criette. Nous sommes dans un état de droit et les institutions sont autonomes, nous a affirmé Jacques Migan au cours de son argumentaire. La justice est indépendante, a-t-il dit à maintes reprises au cours de cette émission. Pour lui, la justice béninoise n'est pas partiale et il a commenté dans la même veine la posture qu'a adoptée l'avocat français Antoine Veil, qui pour lui, son comportement à la Criette le vendredi dernier en quittant la salle d'audience, c'était un comportement prémédité. Il a fait savoir dans son argumentaire, et ce, à maintes reprises, il a martelé que le Bénin regorge de grandes compétences en avocature. Il a fait savoir que les avocats béninois sont très compétents, quel que soit le domaine, et il a également illustré dans le sens, pour lui, Rekia Madougou a porté à l'honneur de certaines personnes en les citant, et ces personnes, si elles ne se retrouvent pas dans les propos évoqués à la Criette, elles peuvent porter plainte pour dénonciation calomnieuse. Elles sont même obligées de le faire, a dit Jacques Migan au cours de cette émission. Pour lui, les révélations révèlent qu'il y a eu de la corruption dans l'air, et c'est à cet effet, une information judiciaire doit être ouverte par le ministère public afin d'édifier le peuple béninois sur véritablement les contours de cette affaire qui paraît sombre et qui peut-être regorge encore des zones où on doit apprendre encore des vérités. Pour lui, les responsables des partis politiques doivent interpeller également les élus afin de mieux comprendre ce qui a été évoqué à la barre, à la Criette le vendredi 11 décembre dernier. Pour lui, s'il s'avère que ce qui est dit est vrai, la justice devra jouer sa partition pour véritablement faire preuve de justice. Pour lui, il y a 4 possibilités qui sont disponibles pour l'appel. Premièrement, lorsqu'il y aura appel, on peut jouir d'un acquittement. Dans la seconde possibilité, on peut jouir d'une réduction de peine. Dans la troisième possibilité, les juges peuvent maintenir la condamnation qui avait été effectuée. Et dans la quatrième possibilité, si il y avait possibilité, bien sûr, les juges peuvent aggraver la sentence qui avait été émise. Parlant en partie du procès du professeur Joël Frédéric Aïvo, pour lui, il a également martelé à ce titre que ce procès n'est pas politique. Il n'y a pas eu pour chef d'accusation ces propos politiques tenus lors de meetings politiques ou d'activités politiques. Il a reconnu avoir reçu de l'argent pour la caution, et d'où provient l'argent et qui est le sieur Ouedanou a interrogé, a lancé comme interrogation, j'allais dire, Jacques Migan au cours de son intervention. Il a fait savoir que pour que Rekia Madougou et Joël Aïvo recouvrent leur liberté, ils disposent de 4 possibilités. En premier lieu, le comportement en prison peut faire bénéficier d'une remise en peine. Cette première possibilité laisse le casier judiciaire toujours entaché. La seconde possibilité est qu'on peut relever appel pour voir annuler la condamnation, et là, le casier judiciaire reste vierge. La troisième position, c'est qu'ils peuvent jouir d'une grâce présidentielle dont le ressort est exclusivement dédié au président de la République, chef suprême des armées, chef premier magistrat du pays, mais à ce niveau, le casier judiciaire reste entaché. Et la quatrième option, c'est l'amnistie qui efface tout, mais elle est de ressort du Parlement, du législateur. Et donc, il n'y a que les députés qui peuvent aider à concrétiser une telle action. Parlant de Richard Boni Ouourou, il a fait savoir que, dans ses propos pêle-mêle, il a fait savoir qu'une pétition ne se fait pas par corruption lorsqu'il argumentait, il commentait, j'allais dire, la pétition qu'avait lancée le politologue Richard Boni Ouourou dans le cadre de sa volonté de voir faire libérer Joël Aïvo. Il a fait savoir, il s'agit de Jacques Migan, que Patrice Talon est libre d'avoir un ami, et il a dit devant tout le monde que Olivier Bokor est son ami. Pourquoi s'acharne-t-on contre Olivier Bokor? S'est interrogé Jacques Migan au cours de cette émission. Il a fait savoir que si les détracteurs, il s'est demandé de savoir si les détracteurs envient-ils sa place aux côtés du président Patrice Talon.
Pour Jacques Migan, le sieur Olivier Bocot travaille dans la grande discrétion avec beaucoup d'efficacité et il n'est pas le seul d'ailleurs. Il y a également Johannes Dayon et il a fait préciser que cela ne date pas d'aujourd'hui. Si on ne jette de pierre qu'à un arbre qui a de fruits, et donc si on s'en prend à Olivier Bocot, pour Jacques Migan, c'est qu'il est bon et très bon, et il a également argumenté dans ce sens. Et il a fait savoir à la fin de l'émission qu'il faudrait que les uns et les autres savent que désormais nous ne sommes plus dans une république où le laxisme dit sa loi et que désormais chacun est confronté devant les actes qu'il pose et en répond. J'espère que j'ai été plus ou moins fidèle à vos propos. Je vous remercie beaucoup, vous avez été très fidèle. Merci à vous, Jacques Migan. Je rappelle que vous êtes ancien bâtonnier, vous êtes acteur politique, vous êtes directeur du Centre international de formation en Afrique des avocats francophones CIFAF, vous êtes membre du conseil d'administration de la CIB, conférence internationale des barreaux francophones de traduction juridique commune qui vient de tenir son 35e congrès. C'est vrai, on aurait bien aimé voulu aborder le sujet, mais nous sommes un peu pris par le temps. J'ai rappelé également au cours de cette émission que vous avez été conseiller technique juridique de l'ancien président Mathieu Kérékou. Merci une fois encore d'avoir accepté l'invitation et d'être venu sur ESAE TV. Je vous remercie. Merci à toutes et à tous et merci à l'équipe technique. Merci à vous, chers amis internautes, pour la fidélité accordée à ce programme télé sur ESAE TV. Portez-vous bien, bonne journée dominicale et à très bientôt pour d'autres rendez-vous médias. Je m'appelle Kofi, j'ai 10 ans. Mes parents et moi vivions une vie de bonheur parfait jusqu'au jour où ce bonheur fut stoppé par un accident de circulation. La mort emporta ma tendre et aimable mère. Mon destin changea. Aujourd'hui, mon père qui était pour moi une source de bonheur m'est devenu un fardeau lourd à porter. Chaque regard qu'il pose sur moi me fait pleurer intérieurement. Chers parents, par amour pour vos enfants, préservez notre avenir en évitant l'excès de vitesse. Ceci est un message du Centre national de sécurité routière et de handicap international humanité et inclusion avec le soutien de la Direction générale de la coopération belge au développement.